Encore un peu de chocolat? Non merci, je vais plutôt y aller de toute façon. Comme tu veux. J'ai retrouvé ma Game Boy au fait. Ah, chouette! Que de souvenirs qu'on a eu. Wario, Rayman, Pokémon... J'ai encore les jeux, tu peux y jouer. Pourquoi pas? Dis, je pense à un truc, mais... C'était lequel, notre starter? Notre quoi? Bah, notre starter. Tu vas pas me dire que t'as oublié ce que c'est, si? Tu as ta réponse. Eh bah attends, je lance le générique et je t'explique. Le quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ce sont des peluches Pokémon. Bah, je sais bien, c'est moi qui les ai payés. Mon portefeuille était sous perfusion après l'achat. Ça va t'aider à te souvenir de ton starter favori. Mais enfin, mais de quel starter tu me parles? Attends, tu vas voir. Commençons par le début. Pokémon est sans doute l'une des franchises vidéoludiques les plus prolifiques. Alors même si aujourd'hui elle attire plus l'hilarité qu'autre chose, dû essentiellement à la qualité graphique de leur dernier jeu, mais qui je pense vient d'un problème entre Game Freak et Nintendo, elle a toujours la même popularité qu'elle avait au départ. Même si ce ne fut pas toujours le cas, mais n'allons pas trop vite. En effet, Pokémon est avant tout l'œuvre de Satoshi Tajiri, qui est également le fondateur et le président de Game Freak, rôle qu'il occupe toujours aujourd'hui. Tout a commencé via une passion qu'il avait plus jeune, celui de collectionner des insectes, ce qui lui a valu pour surnom Docteur Insecte, mais également une fascination pour les jeux vidéo. C'est en 1989 qu'il fonde sa société Game Freak, épaulé par le compositeur Junichi Masuda et le designer Ken Sugimori. C'est au début des années 90, soit un an après la création de la société, que les premières ébauches d'un jeu potentiellement appelé Capsule Monster voient le jour. Entre-temps, Tajiri découvre la Game Boy ainsi que le fameux câble Link, un procédé qui permettait de relier deux Game Boy et d'y transférer des données, et que donc il se dit que ce serait intéressant que les enfants puissent échanger des petits monstres, jouant sur l'interactivité qu'ils pourraient avoir entre eux. Mais également un jeu Final Fantasy sur Game Boy, Final Fantasy Legend, qui va lui servir d'inspiration et de base pour le concept de son jeu. Tajiri soumet l'idée auprès de la société de Nintendo, mais ces derniers ne sont pas franchement intéressés, principalement parce qu'ils ne comprennent pas l'intérêt même du concept. Mais, à sa grande surprise, aura le soutien de Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, qui lui, en revanche, est très intéressé, allant même jusqu'à lui suggérer de créer deux versions du jeu différentes, permettant donc l'utilisation des fameux câbles Link. C'est ainsi que le projet, d'abord appelé Capsule Monsters, ensuite Pokémon Monster, devient Pokémon. Le développement du jeu prendra environ 4 ans et se révélera être chaotique, Game Freak faisant face à beaucoup de difficultés financières. Beaucoup de personnes seront obligées de quitter la boîte et Tajiri sera même obligé de renoncer à son propre salaire. Mais le jeu, enfin les deux jeux, Pokémon version rouge et version vert, sortent officiellement en octobre 1995. Malheureusement, dû au manque de soutien de Nintendo, la commercialisation du jeu ne se fera qu'en février 96. Mais Tajiri fait face à un nouveau problème. Ou plutôt deux problèmes. Dans un premier temps, les deux jeux sortent à un moment où la Game Boy est en fin de vie, donc en soi le public n'est plus vraiment intéressé par la console, mais ce qui s'ajoute au deuxième problème, le jeune public dont le jeu Pokémon est clairement destiné n'est pas du tout intéressé par les jeux de rôle, mais également que de gros jeux de la Super NES n'allaient pas tarder à arriver, comme par exemple Donkey Kong Country, ou comme j'ai pu lire, Resident Evil sur PlayStation. Donc ce que préfère le public à ce moment-là, ce sont des jeux un peu plus action, un genre que justement Tajiri essayait d'éviter pour son jeu. Mais c'est un petit détail qui à la base était juste une blague de programmeur, sera à l'origine du succès de Pokémon. À la fin du développement du jeu, alors qu'il ne devait y avoir que 150 Pokémon, un programmeur de chez Game Freak, Shigeki Morimoto, décide de rajouter un 151e Pokémon, alors que le jeu était en plein retrait du système de débogage, un système qui permet aux développeurs de corriger ou modifier une erreur. Son intention première était que seuls les membres de Game Freak étaient au courant de l'existence de ce 51e Pokémon.
Pokémon. Et évidemment, parmi le personnel mis au courant, il y avait Satoshi Tajiri. Et au vu de la réception des deux jeux, l'existence cachée d'un 151e Pokémon était la pub parfaite. C'est donc via une promo organisée spécialement pour la sortie de Pokémon que Satoshi Tajiri lança un défi à tous les joueurs ou les joueuses: soyez le premier ou la première à attraper Mew. Et suite à ça, en plus du bouche à oreille qui a extrêmement bien marché, Pokémon est vite devenu un des jeux les plus vendus de la Game Boy, relançant par la même occasion l'intérêt pour cette console. La suite, vous la connaissez, Pokémon est devenu un véritable phénomène. Mais ben, moi qui pensais que tout s'était déroulé sans accroc, enfin dans mes souvenirs c'était l'impression que ça donnait, et ben justement, en parlant de souvenirs... Comme je l'avais mentionné dans ma vidéo sur Space Hunter Cobra le film, je fais partie de la génération dont Pokémon est adressé. Et ce serait vous mentir si je vous disais que je n'ai pas connu Pokémon enfant, bien au contraire. Mon enfance a beaucoup baigné dans ce phénomène. Notamment avec la série animée Pokémon, qui, soyons honnêtes 2 secondes, c'était juste une pub géante pour acheter le jeu, mais qui pourtant m'a laissé beaucoup de bons souvenirs. Et même de façon générale, la série animée est beaucoup appréciée. Parce que... bon, j'ai une relation compliquée avec les jeux Pokémon. Déjà, j'ai un petit problème avec les jeux de type JRPG. Si autant je trouve les histoires juste magnifiques, bourrées de sens et de métaphores qui ne font que rendre le jeu meilleur, en plus des combats qui sont de véritables zones de stratégie, je déteste l'aspect de faire évoluer tes personnages. Principalement parce que cela te demande de devoir faire pause dans le récit auquel tu es déjà bien impliqué dedans, pour pouvoir faire évoluer tes personnages, et ça prend un bon paquet de temps. Donc déjà tu te sens bloqué dans la progression, et en plus la montée de niveau de tes personnages est longue et souvent ennuyeuse. Faute au fait que cela devient vite redondant de refaire les mêmes combats en boucle. Mais malheureusement pour avancer, c'est un passage obligatoire. Malheureusement au point que les combats finissent par me saouler et me démotivent à continuer à avancer. Donc, vous vous doutez bien de la suite. Alors pour être honnête, j'ai pas énormément joué à beaucoup de jeux Pokémon. Déjà parce que je me souviens que même petit, je comprenais pas l'intérêt d'avoir 2 fois le même jeu, version rouge et version bleue chez nous, la version bleue n'étant qu'une version corrigée de la version verte japonaise, qui a d'ailleurs connu beaucoup de légendes urbaines et de creepypasta, notamment autour de l'Avant-Ville. Mon frère et moi nous sommes déjà penchés sur la question il y a très longtemps dans une vieille vidéo, où je jouais d'ailleurs un dresseur Pokémon qui mourait en écoutant le thème de l'Avant-Ville, mais qui évidemment ne sont ni plus ni moins que des rumeurs et des histoires inventées sur internet. Aucune d'entre elles n'est vraie et d'autres ont des explications plus que logiques. Mais également un vieux sketch que j'avais fait avec ma sœur qui parodiait Pokémon, et ma Game Boy servait de Pokédex accessoirement, avec cette peluche dégueulasse de Misterbe, mais reste que ce ne sont pas ces jeux-là auxquels j'ai joué. Mon premier jeu Pokémon n'est ni plus ni moins que la version jaune. Et je pourrais même remettre en question le principe des câbles Link, parce que je me rappelle que dans la cour d'école, aucun gamin l'utilisait. Après, il n'y avait pas grand monde qui avait le câble Link, et pourtant tout le monde jouait à Pokémon mais personne ne les échangeait, préférant au contraire se la péter sur le nombre de Pokémon récupérés, que de filer un coup de main à un ami qui ne le possédait pas. Ouais, Pokémon c'était plus de la compétition que de l'entraide. Pokémon version jaune en soi est à peine une amélioration de la version rouge et bleu. Son simple intérêt est qu'il est présent pour offrir une relecture de rouge et bleu, mais avec les protagonistes de la série animée. Mais pas que, ajoutant un détail qui à l'époque avait fait mouche, la voix digitalisée de Pikachu interprétée par l'actrice japonaise Iku Otani. Créant de par ce simple effet une interaction avec le joueur, qui à tout moment, en suffisant juste de se retourner et en interagissant avec Pikachu, peut se rendre compte de son état émotionnel. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite aparté à propos de Pikachu. Si pendant longtemps, et certainement dû à la série animée, nous avons tous considéré que Pikachu était en fait une souris électrique. Pika. Il est aussi connu sous le nom de souris électrique. Il est très timide, mais il a une personnalité électrifiante. Je vois ce que vous voulez dire. Jusqu'à apprendre très récemment qu'en réalité il s'agit d'un écureuil, et que par la même occasion il s'appelle Jean-Luc, référence au personnage de Jean-Luc Picard de la série Star Trek. Alors évidemment derrière cette révélation il y a une explication. Tout d'abord il faut savoir que le nom Pikachu sur le décortique donne souris électrique, et si j'ai bien imprimé le son en me renseignant, Pika serait l'équivalent d'une étincelle
universel, et le mot Chu signifierait souris en japonais. Enfin, plus précisément, les couinements d'une souris en japonais. Ce qui du coup, de par son nom, affirme que c'est une souris électrique. Mais alors, pourquoi dire le contraire? Eh bien, il faut avant tout rendre à César ce qui est à César. Atsuko Nishida est une graphiste et game designer qui a beaucoup participé au premier jeu Pokémon. C'est notamment grâce à elle qui a rendu les Pokémon mignons, s'occupant par exemple du design de Carapuce, Salamèche et Bulbizarre, mais également de Pikachu. Et pour ce dernier, Nishida aura deux inspirations. Tout d'abord celui d'un écureuil, ce qui va rester au niveau de son design par rapport au point rouge qu'il porte sur ses joues, et d'une friandise japonaise appelée le Daifuku. J'espère que j'ai bien prononcé. Et donc, selon son point de vue, Pikachu est en effet un écureuil électrique. Mais ce sera Satoshi Tajiri qui va le transformer en souris électrique, d'où la confusion. Après, mon opinion personnelle étant que Pokémon traite de monstres de poche, il n'est pas impossible que Pikachu ne soit ni plus ni moins que la fusion entre une souris et un écureuil. Comme j'ai dit, c'est des monstres après tout. Mais bon, je vais être honnête avec vous, en dehors de ça, le jeu, il m'a pas plus passionné que ça. Même en y rejoignant sur l'émulateur pour ces vidéos, ça a été le même effet. Parmi les autres jeux Pokémon auxquels j'ai pu jouer, il y a évidemment la version Crystal, qui, pour une raison que j'ignore, les musiques me sont restées en tête pendant de longues années que j'ai souvent assimilé à Pokémon version jaune, sans pour autant avoir le moindre souvenir d'un gameplay de Pokémon version Crystal. Et c'est pas étonnant puisque, sans aucune offense, c'est évidemment le même principe. Le début du jeu m'avait quelque peu intrigué, mais très vite, c'est devenu lassant. Et donc, voilà mon souci avec les jeux Pokémon, du moins les premiers, c'est que, à force de combat, de chercher des Pokémon, d'en capturer et qu'il n'y ait pas de narration, je finis toujours par me lasser. Cependant, ce n'est pas le dernier jeu Pokémon auquel j'ai pu jouer. J'ai eu la chance, bien que tardivement, de posséder Pokémon Stadium sur Nintendo 64. Enfin, c'était ma sœur qui le possédait. Et lui par contre, bon Dieu que je me suis éclaté dessus. Notamment à plusieurs, déjà parce que le jeu est fixé sur les combats et les tournois, tu choisis tes Pokémon et allez hop, on combat. Oh, un tunnel! Oh, ça doit faire mal! Oh, battu en un seul coup! C'était le jeu où bizarrement je me sentais vraiment impliqué dans l'univers Pokémon, avec en plus la voix de Jean-Claude Dondin en tant que commentateur des tournois. Et maintenant? Ah, l'attaque n'est pas efficace! Donc je peux vous dire les parties que je me suis fait avec mon frère et ma sœur, mais également les mini-jeux que proposait Pokémon Stadium. Et je suis content parce qu'en y jouant sur émulateur, après plusieurs années, j'ai pas perdu la main pour certains, hein. Bon, il y a toujours celui de Mélofée qui me casse toujours autant les couilles. Va retenir ça, toi. Mais en clair, c'est le jeu Pokémon auquel je me suis le plus éclaté. Pourtant, ce qui ne veut pas dire que je suis fâché avec les jeux Pokémon. Certains jeux, même sortis plus tard, me faisaient de l'œil, comme par exemple Pokémon XD, le souffle des ténèbres, mais également des plus récents comme Légende Arceus. Et bien sûr, mettant de côté les graphismes des derniers jeux Pokémon, qui ici relèvent plus de gros soucis de développement, du genre développer plusieurs jeux Pokémon en une année, donc évidemment que les graphismes de ton jeu ont été rushés et bâclés, ou que parfois le jeu souffre de ralentissement mais juste ignoble, et l'explication n'est pas que les dernières consoles de Nintendo ne sont pas puissantes, c'est juste que les jeux ont mal été optimisés à cause d'un souci de développement. Bref, c'est pas le sujet, il n'est pas impossible que je sois intrigué par d'autres futurs jeux Pokémon. Même si bon, en vieillissant, je commence à voir la franchise Pokémon d'un autre œil, la voyant plus comme la représentation du capitalisme et non d'un souvenir nostalgique. Mais enfin, même ça, c'est compliqué. Parce que si j'ai commencé à considérer la licence de cette façon, je me suis rendu compte récemment que ce n'était pas vraiment le cas. Plus dans le sens que je continue même encore aujourd'hui à considérer Pokémon avec un regard nostalgique. Surtout quand on évoque la série animée, mais notamment et essentiellement lorsqu'on parle des films Pokémon. De ce fait, je n'ai jamais choisi mon starter parce que je n'accrochais pas au jeu. J'avais oublié ça. Ce que je préférais, c'était la série animée et les films. Ah oui!
je ne peux commencer à parler des films sans évoquer la série animée. Bon, déjà pour mettre tout le monde au clair, je n'ai vu que la première série et pas tous les épisodes, j'ai dû m'arrêter peut-être au début. Enfin même ça je suis pas très sûr, hein. Tout ce dont je me souviens c'est que déjà de une, c'était sur la chaîne TF1 et en début de matinée qu'étaient diffusés les épisodes de Pokémon, donc il fallait se lever tôt, et que si t'as loupé des épisodes, tu pouvais te brosser parce qu'ils étaient pas rediffusés, ou alors il ne le sera que plus tard. Donc quand j'étais enfant il y avait un paquet d'épisodes que j'avais loupé, et pour des raisons que je n'ai aucune envie de révéler, j'ai été coupé de Pokémon ainsi que de beaucoup de dessins animés pendant une petite période. Et ce, malgré moi. Donc ce qui fait qu'en soi, je suis pas mal en retard dans la série Pokémon, et aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de me refaire toute la série. Notamment lorsqu'Internet t'apprend que la première série Pokémon compte au total 274 épisodes. Donc excusez-moi de ne pas être motivé à les revoir. Bien entendu, je dis ce chiffre, mais c'est divisé en 5 saisons. C'est allant de 97 à 2002. Mais il faut savoir que petit, je possédais des VHS Pokémon, alors pas beaucoup, seulement 3 de mes souvenirs, plutôt 4. Mais le quatrième, on en reparlera plus tard. Chaque VHS comportait un total de 3 épisodes, dû aux limites de la bande VHS, avec évidemment des posters qui les accompagnaient. Par exemple, je possédais la VHS qui compilait les 3 premiers épisodes, à savoir le départ, un autre qui compilait 3 épisodes plus dans le ton d'Halloween, qui était d'ailleurs mon préféré. Est-ce que cela étonne quelqu'un? À savoir que dans les VHS, les épisodes se suivaient, donc les épisodes étaient dans l'ordre, et The Gate. Enfin, juste mon père qui utilisait la VHS du film pour enregistrer des épisodes de Pokémon pour nous. Ce qui était un véritable quiproquo quand des amis de la famille nous voyaient prendre cette VHS pour regarder ce qu'il y avait dedans. Mais bref, j'ai quand même de superbes souvenirs avec la série Pokémon. Alors en effet, chaque épisode c'était le même schéma narratif, quoique j'ai envie de dire c'est assez nuancé, mais également la frustration d'un enfant qui n'a pas les autres VHS pour continuer et qui ne sait même pas dans quel ordre regarder les épisodes. Je vous parle d'un temps que les plus jeunes ne connaissent pas, évidemment. Et qui d'ailleurs n'auront pas la chance de connaître ce genre de frustration, mais qui aujourd'hui est une véritable capsule temporelle pour moi. C'était sympa ces petits souvenirs, mais est-ce que la prise de tête j'ai fini parce que j'ai des trucs à faire moi? Oh que non. On va procéder autrement. Disons que chaque Pokémon représente un film. Comme ça, ce sera peut-être plus simple pour toi de déterminer quel est ton starter. Voilà. Commençons par le premier film. Nom de Dieu, les films Pokémon. Pour que vous compreniez ce que les films Pokémon évoquent pour moi, je vais vous les raconter de la façon dont moi je les ai découverts. Est-ce que vous vous rappelez de la VHS de The Gate? Eh bien, parmi les épisodes qui étaient enregistrés dessus, je ne me rappelle plus combien il y en avait exactement, me semble-t-il qu'il y en avait 4, dont un qui était coupé en 2, mais enfin bon bref, parmi les épisodes présents sur cette VHS, 2 avaient retenu notre attention à l'époque. L'épisode L'arène Team Rocket, puisque c'est dans celui-ci qu'un Pokémon mystérieux fait son entrée, bon, pas si mystérieux que ça puisqu'on le voit dans les premières secondes du générique, et que ce personnage est présent dans les jeux Pokémon rouge et bleu, mais comme je vous ai dit quelques minutes plus tôt, je ne jouais pas aux jeux Pokémon, donc en ce qui me concerne, c'était ma première rencontre envers ce Pokémon mystérieux. Mais l'épisode qui sort le plus intriguant est le suivant, règlement de compte à Pokécoral. Alors que l'épisode commence tranquillement, d'un seul coup nous avons ceci. On démissionne. Philo. C'est la fin du monde. Ça vous a tout l'air. On sentait déjà dans l'épisode précédent que quelque chose ne tournait pas rond. Qu'est-ce que c'était que ce Pokémon que Régis ne peut même pas identifier? C'est quoi cette armure? Et surtout, pourquoi est-il si précieux pour Giovanni, le chef de la Team Rocket? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé pour que cela provoque une explosion de cette ampleur? Et puis, merde, c'est qui ce Pokémon? Ouais, autant dire que ces 2 épisodes à eux seuls posaient pas mal de questions, même si en vrai ça date depuis le générique. Il n'aura fallu que très peu de temps pour que nous ayons une réponse. Et évidemment, vous savez de quoi je vais parler. Alors qu'il était déjà annoncé depuis environ quelques mois, c'est le 5 avril 2000 que sort dans nos salles obscures le film qui va marquer les gens de ma génération, Pokémon le film. Comme vous vous en doutez, oui, ça a été un événement majeur. Pour vous dire, il s'agit même du film d'animation japonais à avoir le plus rapporté en France, et je ne sais absolument pas aujourd'hui si le score a été battu, avec plus de 2 millions d'entrées, rapportant au total plus de 172 millions de dollars de recettes mondiales. Et avec tout ça, c'est un événement que je n'ai pas connu au cinéma. Non, moi, les premiers films Pokémon, je les ai découverts en VHS. Du coup, ma première rencontre avec le film a dû se faire peut-être 1 ou 2 ans après sa sortie. Et les seules connaissances que nous avions des films, c'était les bandes annonces qui circulaient dans les VHS de films Looney Tunes, etc. Puisque c'est Warner Bros qui s'occupait de sortir les films Pokémon à l'international. Et donc, c'est lors d'une diffusion Canal+, que mon père, hébergé chez des amis pour son boulot, s'était dépêché de rentrer afin d'enregistrer le film.
et de ce que je me rappelle de la VHS, il manquait 1 minute 30 secondes, mais rien de véritablement important. Mais bref, c'est ainsi que mon frère et moi découvrions le film. Alors par chance, j'ai pu trouver en ligne quelqu'un qui avait posté son propre enregistrement de la diffusion Canal+ de Pokémon le film. Du coup, j'ai de quoi illustrer mes propos. Et sans surprise... La claque qu'on s'était pris. Bon, même si aujourd'hui le film est très connu, je me dois quand même de vous en faire un résumé. Pour faire simple, tout le film tourne autour du personnage de Mewtwo, le fameux Pokémon mystérieux de la série. Créé dans les laboratoires de la Team Rocket afin d'être le Pokémon le plus puissant, mais n'acceptant pas sa condition de clone, il finit par se rebeller auprès de ses créateurs mais également de l'espèce humaine, en commençant par organiser un tournoi qui en réalité cache de sombres desseins. Bien entendu, on retrouve Sacha, Pierre et Ondine qui vont se retrouver embarqués dans cette histoire. Même si mon résumé peut paraître simpliste, le film offre bien plus. Ce qu'on peut noter avec ce premier film, c'est ô combien il se démarque de la série en adoptant un thème plus sombre. Scénarisé par Takeshi Shudo, le scénariste de la série animée Pokémon, mais également le créateur de l'anime Gigi, épaulé par son acolyte et réalisateur Kunihiko Yuyama, l'objectif était de rendre l'univers de Pokémon plus sérieux et tangible. Ce qui leur a valu quelques petites emmerdes avec Nintendo, mais pas que, mais on verra ça plus tard, abordant un thème qui commence à se démocratiser dans le milieu scientifique, celui du clonage, tout en y posant des questions existentielles. Avons-nous le droit de créer un clone? Et si c'est le cas, est-ce que ce dernier a autant le droit de vivre? C'est un thème qui va beaucoup être exploré au travers du personnage de Mewtwo, et qui sera traité tout le long du métrage. Pour un budget de 10 millions, si on le convertit en dollars, le film est vraiment magnifique, n'hésitant pas à offrir du pur divertissement que seule l'animation japonaise connaît, tout en laissant de place à beaucoup de réflexions, mais également son lot de scènes marquantes. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de la toute première bande-annonce de Pokémon le film. Vous allez vite comprendre pourquoi. La bande-annonce en elle-même est quelque peu déconcertante. Nous avons 3 personnages posés sur l'herbe qui observent les nuages. Et comme fond sonore, nous avons une personne qui s'adresse à un groupe d'enfants. Ne comprenant pas, ne parlant pas japonais, je suis allé me renseigner sur les dialogues, et pour vous résumer en gros, la personne demande aux enfants quel est leur objectif dans l'univers de Pokémon, avant de finir la discussion sur le fait de rêver d'autre chose. Le tout accompagné d'une musique assez douce, musique qui n'est autre que Pocket Me Fantasy, qui n'est ni plus ni moins que l'une des nombreuses musiques de générique de fin de la série animée Pokémon, de la première saison à l'époque. Et cela donne un sacré contraste, notamment quand tu mets les images du film par-dessus. Images qui, si vous vous souvenez du premier film Pokémon, vous allez vite constater que... elles n'apparaissent pas dans le film. Ensuite, nous avons des images en fondu où on peut voir de plus près les personnages, et c'est à ce moment que quelque chose nous fait tiquer, par exemple ce personnage qu'on retrouvera dans le film au début, mais également ce personnage, on dirait Ondine devenu adulte, mais également l'apparition de Pikachu, avant de conclure sur un plan général qui comporte plusieurs personnes. Le panneau de texte à la fin indique une date de sortie ainsi que l'annonce du court-métrage Les Vacances de Pikachu. Alors, il faut savoir que cette bande-annonce est devenue très rare, voire même il ne s'agit pas de la bande-annonce officielle japonaise. Et comme vous avez pu l'observer, beaucoup de questions tournent autour de cette bande-annonce. Certains même affirmaient la théorie suivante, que le film se présentait comme étant la conclusion de la série, et que l'histoire serait racontée par une Ondine devenue adulte. Et donc, pendant de nombreuses années, ces questions étaient restées sans réponse. Jusqu'en 2019, donc c'était il y a pas si longtemps, dans lequel Kunihiko Yuyama décide de lever le voile sur cette bande-annonce en répondant à un fan. Dans un premier temps, il faut savoir que cette bande-annonce n'est pas vraiment une bande-annonce, mais plutôt une vidéo concept de la première itération du scénario de Pokémon le film. En quelque sorte une vidéo prototype du film, puisque le scénario n'était lui-même pas encore terminé. Aucunement cela n'annonçait la fin de la série, mais également que ce personnage n'est absolument pas Ondine, mais juste un personnage random, que les gens ont malheureusement confondu à cause de la ressemblance. Bien que malheureusement elle est beaucoup moins intéressante du coup avec ses révélations qu'on pourrait s'y attendre, elle a tout de même son petit lot de surprises, et permet de constater à quoi aurait pu ressembler le film Pokémon avant que cela ne soit modifié.
Mais malgré tout ce beau travail, le film souffre de quelque chose, et il n'est pas le seul. Le film a subi le courroux de la censure américaine. En particulier de la part de 4Kids, mon dieu que ces blaireaux sont des génies, puisqu'il faut savoir que Pokémon le film est sorti dans un premier temps au Japon en 1998, en 99 aux États-Unis et en 2000 chez nous. Ce qui implique que la version que nous possédons c'est le montage américain, avec évidemment son lot de conneries. Vous allez vite comprendre. Bien entendu, je ne pointe absolument pas du doigt les traductions ou les doublages franco-belges, puisqu'il ne s'agit pas d'une erreur de leur part. Des scènes jugées trop violentes ont évidemment été coupées, mais le plus criminel étant qu'une bonne partie des dialogues ont été modifiés. Dans un premier temps, Mewtwo. Si dans la version originale il a clairement une position plutôt ambiguë, 4Kids décideront de modifier ses intentions afin de, je cite, en faire un méchant clairement maléfique pour le public américain. D'où le fait est que Mewtwo veut bizarrement conquérir le monde. Tous les habitants de la planète entendront ma mise en garde. Le règne de Mewtwo va bientôt commencer. Plus tard dans le film, alors que Sacha, Pierre et Ondine et d'autres dresseurs veulent rejoindre le tournoi de Mewtwo, dans la version originale il est clairement expliqué qu'ils ne peuvent pas le rejoindre à cause du vent, car ce dernier serait trop fort, eh bien 4Kids gratuitement décide de rajouter une prophétie. Les prophètes ont prédit le retour du grand vent des abysses. Pendant des années, j'ai espéré que plus jamais on ne connaîtrait le malheur qu'apporte cet orage. Alors bien que c'est un rajout totalement anodin, cela ne fait pas de sens. D'une part parce que le film te dit clairement que ce qui provoque ce vent n'est autre que Mewtwo, donc clairement c'est pas un phénomène magique, mais alors la meilleure c'est celle-ci. Un peu plus tard dans le film, lorsque la Team Rocket découvre le labo secret de Mewtwo, dans lequel il se lance à lui-même créer des clones, Jesse, James et Meowth se citent chaque Pokémon qui sont montrés à l'écran. Et si vous vous souvenez bien, ils se trompent de nom sur certains Pokémon. Voici maintenant Alakazam, Lamentine, Rafflesia. Eh bien sachez que ce n'est pas le cas de la version originale, mais une erreur purement volontaire de 4Kids, afin de montrer que le public américain, parce que les autres ils s'en foutent, connaît si bien les Pokémon au point de repérer s'il y a une erreur. Genre comme ça pour voir si son public connaît bien la licence. Juste, était-ce vraiment nécessaire? Et une petite dernière pour la route, lors de la première rencontre entre Mew et Mewtwo, Mew délivre un beau message qui est traduit par Meowth. C'est vrai, Mew a raison. Qu'est-ce qu'il dit? Que ça ne sert à rien d'avoir des pouvoirs extraordinaires et que la force réelle des Pokémon vient du plus profond de leur cœur. Mes clones n'ont pas besoin de leur pouvoir pour prouver leur valeur. Eh bien sachez que ce n'est absolument pas le texte d'origine. La raison pourquoi est-ce que Mewtwo décide quand même d'attaquer est tout simplement parce que dans le vrai dialogue de Mew, ce dernier considère Mewtwo comme étant inférieur à lui et que les Pokémon originaux seront toujours supérieurs. Parce que oui, Mew peut se comporter comme un véritable petit bâtard. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est pas parce que ton petit frère est né sous une vitro qu'il est forcément inférieur à toi. On en a déjà parlé. Mais encore une fois, pourquoi ce changement de dialogue? D'une part parce que Mew est tellement mignon qu'il ne peut pas porter ce genre de discours, et que Mewtwo, qui doit représenter le méchant ultime, doit être montré comme étant tellement aveuglé par la haine qu'il n'écoute pas et préfère attaquer. Ce qui, encore une fois, n'était pas le dialogue de base. Il attaque suite au fait que Mew l'ait provoqué sur les droits de son existence. Et des changements comme ça, il y en a plein d'autres dans le film. Mais du coup, le problème, c'est que si tu changes les dialogues, tu changes aussi le propos du film. Et ça a été aussi la volonté de 4Kids. Du coup, comme ça, le montage américain esquive complètement les questions existentielles, ainsi que les questionnements que pose l'expérimentation et le clonage, et nous sort la bonne vie morale du « c'est pas bien d'être méchant ». Parce que clairement, c'est ce que le montage américain nous explique. D'ailleurs, 4Kids ne l'ont pas volé, puisque malgré le succès du film aux États-Unis, il s'est fait dégommer par absolument toutes les critiques, gagnant même des Stinky Awards. D'une part en raison des modifications du montage américain, mais également de la haine générée envers les licences Pokémon et son succès, allant même jusqu'à décrire le scénario du film comme étant mauvais, attribuant même les modifications du montage américain à l'équipe japonaise. Et pourtant, dès sa sortie, le film est devenu culte, tellement qu'une suite en direct vidéo a vu le jour. C'est en décembre 2000 que sort Le Retour de Mewtwo. Bien que ce dernier est sympathique, il n'est pas non plus transcendant. Au-delà des souvenirs que j'en ai gardés, c'est avant tout un téléfilm avec le budget de la série. Il n'a rien de honteux, mais il n'a rien d'exceptionnel pour autant. Le film a surtout été fait pour ceux qui désirent connaître ce qui est arrivé à Mewtwo après le premier film. D'autant plus que je dis suite, mais il n'est pas considéré comme étant canon parmi les films Pokémon, puisqu'il n'est qu'un téléfilm. Et pourtant, dans le même mois, soit 10 jours avant la sortie du Retour de Mewtwo, la France ont pu faire la connaissance de la première suite en film de Pokémon. Décidément, la France était gâtée dans les années 2000 avec Pokémon. 3 films en une année.
Oui bon c'est facile hein, c'est ça la mèche du coup. Oh mais il en reste 2. Ah, c'est vrai que le retour de Mewtwo ne compte pas. Et non. C'est donc le 20 décembre que sort en France Pokémon 2 Le pouvoir est en toi, toujours scénarisé par Takeshi Shudo et toujours réalisé par Kunihiko Yoyama. Les souvenirs que je garde de ce film, c'est avant tout la bande-annonce qui était diffusée dans les VHS de Looney Tunes. Et je suis content puisque pour ces vidéos j'ai pu la retrouver, donc vous êtes en train de la regarder. Quant au film lui-même, je n'ai pu que le découvrir des années plus tard et pas en VHS, mais plutôt sur une chaîne de TPS pour ceux qui s'en rappellent, et il m'a pas vraiment laissé de souvenirs celui-là, ou du moins que très peu. L'histoire de Pokémon 2 est la suivante. Un sale type, qui se fait nommer le collectionneur, a en tête de capturer 3 des Pokémon légendaires, Articodin, Elector et Sulfura, dans le simple but de faire apparaître Lugia et de le capturer pour sa collection. Malheureusement, ces actes perturbent l'écosystème de la planète, et c'est donc à Sacha, avec l'aide de Ondine, puisque Pierre est puni pour cet opus, de l'en empêcher. Sans non plus dire qu'il est mauvais, cette suite n'a pas la même substance que son prédécesseur. Sans doute pour contraster avec l'esprit beaucoup plus sombre du premier, cette suite se veut être plus axée sur l'aventure et les enjeux. Et en soi, Pokémon 2 offre le divertissement nécessaire, avec notamment l'utilisation de la CGI qui commence à se démocratiser, donc on ne passe pas un mauvais moment, mais on est bien loin de la réflexion du premier film. Bien entendu, il explique qu'il ne faut pas perturber l'écosystème, mais difficile à dire si c'est vraiment le thème du film, puisque de l'autre côté, nous avons le fameux collectionneur. Son but étant de capturer des Pokémon légendaires pour son propre plaisir. Mais je n'ai pas la prétention d'être un dresseur. Je suis plutôt un collectionneur. J'ai commencé ma collection avec une carte de Mew. Maintenant, je possède ceci. Et je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que c'est un commentaire vis-à-vis des fans de la licence. Alors en soi, ça colle avec la façon dont les joueurs jouaient à Pokémon à l'époque, où l'interaction était délaissée au profit de la collection, mais on pourrait y voir peut-être une critique de ceux qui n'ont pas très bien compris ce qu'était Pokémon. Mais le problème, j'avoue, c'est que l'univers de Pokémon en soi est un peu bizarre. En effet, que ce soit les jeux vidéo, la série animée, voire même les films, les personnages n'arrêtent pas de parler qu'il faut vivre en harmonie avec les Pokémon, expliquant qu'ils font partie d'un tout. Il y aurait même des suppositions comme quoi ce seraient les Pokémon qui auraient créé le monde, bien qu'il s'agisse plus de spéculation, et que donc en soi le jeu te pousse à vivre en harmonie avec eux, et donc en soi c'est plutôt positif. Sauf que évidemment, vous vous en doutez, ce n'est absolument pas l'objectif des jeux Pokémon, l'intérêt principal étant d'en capturer un maximum, de le faire combattre dans des tournois juste pour gagner des badges, donc littéralement tout le contraire. Et même Sacha est loin d'être l'exception à la règle. C'est d'ailleurs avec ce film qu'on commence à se rendre compte de quelque chose, c'est qu'avec les films Pokémon, Takeshi Shudo a vraiment essayé de rendre l'univers Pokémon tangible et cohérent, allant même jusqu'à développer un lore plus que sophistiqué. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie vers la vidéo de Didier Chambouidoui qui m'a pas mal aidé pour faire cette vidéo, même si j'évite de trop répéter ce qu'il a dit pour ne pas faire de doublon, mais grosso modo, son intention premier était de vraiment explorer l'univers de Pokémon. Et justement, Lugia devait plus ou moins être annoncé comme étant le créateur des Pokémon et voire même du monde. Malheureusement, il n'a pas pu aller au bout de ses idées, en partie à cause de Nintendo et Game Freak. Ces derniers voulant garder la main mise sur la direction artistique de la licence, considérant plus les films et la série comme des pubs gigantesques pour les jeux, au point par exemple de ne faire de Lugia qu'un simple Pokémon légendaire à attraper. Et pourtant, même si Pokémon 2 se révèle être assez méta dans le thème qu'il propose, il y a quelque chose qui fait qu'il n'est pas aussi prenant. Mais est-ce une mauvaise suite pour autant? Absolument pas. Comme j'ai dit, ça reste avant tout une suite qui se focalise sur l'aventure et un divertissement plutôt efficace. Le film rapportera à l'international plus de 133 millions, ce qui est pas mal mais moins bien par rapport au score du premier film, mais fera tout de même un box-office. Côté 4Kids, pour le coup, pas de censure à noter, du moins j'ai pas trouvé d'infos contradictoires, donc je suppose que le montage de film que nous avons, c'est le montage original. En revanche, ce qui n'a pas changé, c'est l'opinion des critiques américaines. Le film s'est fait dégommer, reprochant une intrigue ennuyeuse et sans suspense, étant même à nouveau nominé au Stinky Award, mais perdra face à Digimon le film. En France, le film attirera à peine 1 million de spectateurs, seulement plus de 740 000, bien loin des scores de son prédécesseur. Bon bah soyons concrets, vous avez beaucoup aimé. Ce n'est uniquement que dans son pays natal que le film aura le plus gros score. On peut même supposer que les premières fissures du succès de Pokémon commencent à se voir. C'est vrai que Pokémon 2, c'est pas celui que je retiendrai. Mais il était cool. Je vois. Carapuce? Je suppose. Ouais, pas sûr. Passons au dernier. C'est donc le 13 juin 2001 que sort en France dans les salles obscures
Pokémon 3, le sort des Arbis. Et nom de Dieu que cet opus est génial! N'allons pas trop vite. Toujours réalisé par Kunihiko Yuyama et scénarisé par Takeshi Shudo, l'histoire du film est très personnelle pour ce dernier. Quelque temps après la sortie de Pokémon 2, si je ne dis pas de bêtises, Takeshi Shudo perd sa mère tragiquement. Un événement qui va profondément le marquer. Il décidera, sans doute pour se soigner, de raconter une histoire sur cette tragédie, mais aussi faire en sorte à ce que le projet soit un hommage à la mémoire de sa mère. Cette histoire deviendra le 3e volet des films Pokémon, et c'est celui qui détient le scénario le plus fort en divertissement et en émotion. On peut même dire que cette suite est égale ou meilleure au premier film. De ce fait, de quoi parle ce Pokémon 3, le sort des Arbis? Nous suivons le professeur Spencer qui élève sa fille Molly seule depuis que sa femme l'a quitté ou a mystérieusement disparu, ce n'est pas très clair dans le film, va libérer par accident des Pokémon étranges appelés Arbis. Ces derniers vont commencer à rôder autour de Molly et commencer à lui exaucer absolument tout ce qu'elle veut, ce qui va commencer à provoquer un sacré bordel, notamment lorsqu'elle décide de prendre en otage la mère de Sacha comme mère de substitution. Sans surprise, c'est à Sacha, Pierre et Ondine d'intervenir. Bon, pour Sacha, c'est un peu normal qu'il intervienne quand même. La principale qualité de ce 3e opus est que le film baigne entièrement dans son thème. Le film parle des risques de l'enfermement, le fait de refuser la réalité, de se créer un monde imaginaire, au point de devenir lentement destructeur, parce qu'on n'arrive pas à surpasser une étape difficile de notre vie, le deuil d'une manière générale. On peut même interpréter ça par la peur de tout perdre. Et c'est quelque chose qui, un jour, on devra tous faire face. Et c'est sans doute parce que le scénario est sur une échelle plus humaine qu'il a su marquer son public. Le propos en est même visuel, notamment lorsque Molly construit son palais de cristal. D'une manière aussi nuancée que le premier film Pokémon, Molly n'est pas une ennemie à proprement parler, ni même l'antagoniste du film. Elle est plus une victime d'un coup du sort, celui des Arbis, ces derniers pouvant être tout à fait une métaphore de la vie ou du destin, quelque chose qu'on essaie de comprendre sans forcément y arriver. Mais au-delà de tout ça, le film n'oublie pas d'être divertissant, l'émotion, les enjeux et l'action se mélangeant parfaitement, avec toujours ce même soin apporté pour les graphismes et l'animation. Et c'est tout naturellement que Pokémon 3 fait partie de mes films Pokémon préférés. Nom de Dieu, la claque qu'on s'était pris avec mon frère lorsqu'un, entre guillemets, pote nous l'avait prêté en VHS, c'était d'ailleurs lui aussi qui nous avait prêté le retour du Mewtwo maintenant que j'y repense. Enfin bref, je peux dire très facilement que Pokémon 3 est certainement une des meilleures suites jamais faites. Sauf que le film a un bémol. Alors ça ne retire en rien ce que j'ai dit depuis le début, mais disons qu'un certain Takeshi Shudo s'est un peu fait avoir avec le film. En effet, alors que le film traite d'un sujet plutôt sombre comme le deuil, avec cependant une note d'espoir, Nintendo ont décidé à son insu de remanier le script. Ce sera donc un certain Hideki Sonoda qui modifiera son histoire afin de le rendre plus family-friendly, en modifiant un simple détail mais qui va juste foutre en l'air toute la cohérence du film. Lequel me demandez-vous? Ce à quoi je vous réponds, ramenez les parents de Molly en fin de film. Le problème étant que du coup tu ne racontes plus l'histoire d'une enfant qui s'enferme dans son imagination pour échapper à la réalité, mais plutôt d'une gamine d'où les Arbis utilisent pour exaucer tous ses caprices. Et du coup le propos véhiculé depuis le début du film, il se casse un peu la gueule. Rajoutez à cela les petits doigts dégueulasses de 4Kids, qui se sont certes juste contentés de déplacer une scène un peu plus tôt avant le générique de fin, pour bien faire comprendre aux spectateurs américains que Ah non, mais vous inquiétez pas, Molly elle est pas orpheline, hein. Le deuil ça n'existe pas, hein. Et ça a été la goutte de trop pour Takeshi Shudo. Ce sera le dernier film qu'il scénarisera avant de continuer à travailler pour les épisodes de Pokémon, avant de nous quitter en octobre 2010. Déçu d'une maladie provoquée par une grosse consommation de cigarettes, due au stress provoqué par l'écriture des épisodes de Pokémon. Et comme vous voyez sur les photos, oui, le pauvre était dans un état déplorable. D'ailleurs, à travers le film Pokémon Je te choisis, sorti en 2017, toujours réalisé par Kunihiko Yuyama, ce dernier a décidé de réaliser le film en sa mémoire. Pour ce qui est du box-office de Pokémon 3 Le sort des Arbis, si le film reçoit des critiques positives à l'international, y compris aux États-Unis, il ne rapportera qu'au box-office mondial plus de 68 millions. Et la douche froide commence à se sentir. Pas de Stinky Award à l'horizon et c'est tant mieux, mais la carrière de Pokémon au cinéma commence à sérieusement s'assombrir. C'est serré. Mais tu dois faire un choix. Qui choisis-tu entre Salamèche, Carapuce et Bulbizarre? J'en sais rien, moi. Tu dois en choisir un maintenant. Lequel prends-tu? Je sais pas, les films sont bons de manière générale. Choisis, c'est ton destin d'en savoir sur Pokémon à mi-temps. Bon, enfin, je te dis que j'en ai aucune idée. Choisis. Oh, mais j'en sais rien, moi. Ah, cela change mes perspectives.
J'ai juste pas envie de n'en choisir qu'un seul, surtout que je ne les ai pas tous vus. Alors ce serait arbitraire de les exclure au motif qu'ils ne font pas partie de mon enfance. T'as raison. Voyons au moins ce que vaut le 4e film et on avisera pour la prochaine fois. Parce que oui, si les 3 premiers films Pokémon, 4 si on compte le retour de Mewtwo, font tous partie de mon enfance d'une façon indélébile, ce n'est que récemment et pour cette vidéo que j'ai commencé à m'intéresser aux autres films Pokémon. Normalement, je ne voulais me concentrer que sur les 3 premiers pour une raison précise. En effet, il faut savoir qu'en France, seuls les 3 premiers films Pokémon sont sortis au cinéma, et qu'à partir du 4e opus, toutes les suites seront des directo vidéo. J'ai quand même voulu pousser la curiosité et je me suis penché sur ce 4e film. Du coup, c'est parti. Celebi, la voix de la forêt, ou Pokémon Forever en version anglaise, est sorti en 2001 au Japon, en 2002 aux États-Unis et en 2007 chez nous. Toujours réalisé par Kunihiko Yoyama, mais cette fois-ci scénarisé officiellement par Hideki Sonoda. L'histoire de cet opus est que l'on suit un jeune garçon, Sami, qui, voulant protéger un Pokémon légendaire du nom de Celebi des mains d'un brigand, enfin je dirais plutôt un braconnier, va se retrouver propulsé malgré lui 40 ans dans le futur. Ils sont partis dans les couloirs du temps. Il va ainsi donc faire la connaissance de notre trio favori, mais également d'un membre mystérieux de la Team Rocket qui est à la poursuite de Celebi. Alors, par où commencer? Déjà, la première chose qui frappe lorsqu'on observe cet opus, c'est à quel point il a été beaucoup plus simplifié. L'idée de cette suite étant de proposer quelque chose de moins dense, avec justement une histoire plus simple. Cette suite se tournant autour de notre rapport avec la nature, comportant beaucoup de sous-textes écologiques. Et en soi, le film y fonctionne surprenamment bien. Certes, le film est moins divertissant que ses prédécesseurs, mais ce n'est pas un problème. L'intrigue se veut être plus calme, se concentrant davantage sur les émotions et la réflexion. On peut y voir un message assez clair dans le film, qui est de la destruction de la nature par le capitalisme. Capitalisme qui est représenté par la Team Rocket, qui, je rappelle, dans l'univers de Pokémon, est une grosse corporation, et dont son seul objectif est de absolument tout corrompre, représenté par ces fameuses Pokéballs noires, et de comment l'être humain peut utiliser la nature de façon destructeur. Mais tout en rappelant que la nature sera gagnante quoi qu'il arrive. Les scènes d'émotion sont évidemment tout aussi simples, mais très touchantes, et arrivent à parfaitement s'intégrer dans le contexte du film. On peut citer par exemple l'amitié entre Sacha et Sami, qui connaît une progression tout le long du film. Même si on peut reprocher le fait que Sami ne soit pas perturbé d'être balargué 40 ans plus tard, mais même pour nous spectateurs, cela devient vite juste un simple détail. Le film utilise en plus les voyages temporels comme prétexte scénaristique que vraiment un thème à aborder. Côté divertissement, le film n'est cependant pas foufou. Tout est surtout concentré dans les 20-30 dernières minutes du film, appuyé avec un retour de la CGI, qui, je dois admettre, a moins bien vieilli que dans Pokémon 2, en particulier cette scène avec Suicune qui est juste dégueulasse, mais de manière générale, c'est l'aspect divertissement qui a un peu baissé, sans doute dû à des coupes budgétaires. Parce que oui, c'est le moment d'en parler, mais Pokémon 4 a eu une production un peu calamiteuse. Dans un premier temps, Nintendo et 4Kids donnaient une pression comme pas possible à l'équipe d'animation du film, tout en économisant sur le budget pour pas trop perdre, tout en vantant également que Pokémon 4 aurait la meilleure qualité d'animation. Pourtant, malgré tout cela et les efforts des animateurs, le film ne rapportera que 40 millions au box-office. Sorti uniquement dans les salles obscures du Japon et des États-Unis, le film n'a malheureusement pas pu performer comme il était prévu. Bien entendu, le film s'est fait démolir par les critiques américaines, poussant donc Miramax, qui entre-temps ont récupéré les droits de Pokémon, de sortir le film en direct vidéo en France en loose day. Pokémon 4 Celebi, la voix de la forêt sera donc le dernier film Pokémon à sortir dans les salles obscures américaines. C'est également à ce moment que le public commence à se rendre compte que la franchise Pokémon commence à s'essouffler et ne continue à vivre que grâce à ses fans. À partir du 5e volet, officiellement les films Pokémon deviennent des directo vidéo. Les films continueront à perdre au point de ne même plus communiquer le score qu'ils ont fait au box-office. On pourrait cependant penser que c'est parce que la licence Pokémon devient has-been ou que les films deviennent mauvais. Mais de ce que j'ai pu observer pendant que je réalisais cette vidéo, c'est que les films essayaient quand même de faire quelque chose. Il suffit juste de voir les derniers sorties qui essayent d'améliorer le style graphique et proposer quelque chose de neuf. Il n'est donc pas impossible que je reparle à nouveau des films Pokémon, alors pas tous nécessairement, mais je pense qu'il y a un intérêt à les regarder, puisque pour le moment, il n'y a pas vraiment de film ou de suite qui m'a véritablement déçu. Oh bon, on aura de quoi faire pour une prochaine fois, c'est certain. J'espère que le montage se passera bien et qu'on ne va pas galérer. Eh bien, tout s'est passé sans accroc. Oui, je suis fatigué. Et voilà. L'avantage, c'est que j'ai pu au moins revoir les films. On va dire, ouais. Petite curiosité.
Est-il possible d'attraper Mew dans les premiers jeux Pokémon? Alors, bien que Mew fasse partie des Pokémon attrapés puisqu'il est le 151ème, vous ne pourrez malheureusement l'obtenir d'aucune des façons, du moins sans devoir bidouiller le jeu, ou réaliser un bug, celui appelé le bug du croupier, qui, si vous jouez à la version rouge, bleue ou jaune, fera apparaître Mew. À savoir que les premiers bugs qui ont permis la découverte de Mew n'ont été trouvés qu'en 2003, mais en règle générale et sans connaissance de ce bug, vous ne pouvez pas l'attraper. Ah, il y en a qui sont vraiment malins. Un peu de Pokémon Stadium? Allez, let's go!